Lorsque le soleil d'été écrase tout et que les potagers modernes capitulent, les jardins amish restent verts et fertiles, imbattables face à la sécheresse. Leur secret ne réside ni dans la technologie ni dans les produits chimiques, mais dans une sagesse ancestrale qui respecte la nature et travaille avec elle. Tandis que d'autres redoutent le manque de pluie, eux récoltent sans crainte, sans dépendre d'arrosage coûteux ni de semences à la mode. Tu veux savoir comment ils y parviennent? Reste ici et découvre-le. Racines profondes verres, racines superficielles. La différence devient évidente en période de sécheresse. Les laitues et les radis, avec leurs racines fines et superficielles, ont besoin d'une humidité constante car ils ne peuvent pas accéder à l'eau au-delà de quelques centimètres. À l'inverse, des cultures comme le topinambour ou l'asperge développent des réseaux racinaires si étendus qu'ils survivent des semaines sans arrosage, en exploitant l'humidité bien en dessous de la surface. C'est comme vouloir boire dans une flaque alors qu'un puits se trouve juste à côté. Les Amish savent où creuser. Sélection de semences résistantes. La récolte des graines est essentielle pour obtenir des variétés résistantes à la chaleur. Chaque automne, les familles conservent les semences des plantes qui ont le mieux produit durant les semaines les plus sèches et les plus chaudes. Ce n'est pas un choix au hasard. On retient celles qui sont restées vertes et productives quand d'autres ont échoué, accumulant de la résistance à chaque génération. Après 2 décennies à ne sélectionner que les plus robustes, apparaissent des variétés uniques, adaptées au climat et aux sols locaux, introuvables dans les catalogues. Ces plantes ne gaspillent pas leur énergie à pousser rapidement vers le haut. Elles consolident d'abord des racines profondes, ce qui assure leur survie en situation de stress. Le maïs traditionnel, comme le maïs denté, développe même des racines adventives, des racines supplémentaires qui émergent des nœuds de la tige et recherchent eau et nutriments, un caractère supprimé des hybrides modernes pour des raisons esthétiques. L'importance du bon moment. Ces variétés envoient leurs racines principales au printemps lorsque l'humidité est encore élevée. Quand l'été arrive, elles accèdent déjà à des réserves d'eau hors de portée des cultures à enracinement superficiel. Certaines familles entretiennent des variétés âgées de plus d'un demi-siècle, accumulant des adaptations à la chaleur, à la sécheresse et au sol. Les plantes à racines profondes ne se contentent pas de résister à la sécheresse, elles produisent aussi davantage lors des saisons normales, car elles puisent les nutriments dans un volume de sol plus important. Même si elles mettent plus de temps à s'installer, elles continuent à produire quand d'autres sont déjà mortes, une approche qui privilégie la constance plutôt que la rapidité. La puissance d'un paillage épais. Maintenir des racines en bonne santé demande plus que de la génétique. Protéger le sol est vital. La terre nue, sous la chaleur, se transforme en poêle et perd rapidement son humidité. C'est pourquoi les Amish couvrent leurs planches de couches épaisses de 10 à 15 cm de matériaux organiques, paille, copeaux de bois, feuilles sèches ou foin ancien. Cette couverture agit comme un isolant. Lors de journées à plus de 38 degrés, le sol sous le paillage reste de 11 à 10 à 7 degrés plus frais que les zones découvertes. De plus, il retient l'humidité comme une éponge, réduisant jusqu'à moitié le besoin d'arrosage. Le type de paillage compte. La paille laisse facilement passer l'air et l'eau, les copeaux durent plus longtemps, et les feuilles forment une couche dense qui retient l'eau, mais peut se tasser et nécessite d'être remuée de temps à autre. Contrôle des mauvaises herbes et moment idéal. Une couche suffisamment épaisse bloque la lumière et empêche la germination de la plupart des adventices. Celles qui apparaissent malgré tout s'arrachent facilement grâce à un sol meuble et humide. Le paillage est appliqué lorsque les plantes sont déjà bien établies, mais avant l'arrivée des fortes chaleurs. Le poser trop tôt au printemps peut refroidir la terre et retarder la croissance. En se décomposant, le paillage enrichit le sol, améliore sa structure, augmente sa capacité de rétention d'eau et nourrit les organismes bénéfiques. Dans certaines communautés, le sol reste couvert toute l'année, avec un renouvellement à chaque saison, ce qui stabilise le microclimat du sol. Stratégie selon les cultures. Toutes les cultures ne réagissent pas de la même façon. Les tomates et les poivrons préfèrent un paillage qui conserve l'humidité sans trop refroidir, tandis que les laitues et les épinards
Apprécie une couverture plus lourde pour maximiser le refroidissement lors des pics de chaleur. Arrosage au moment précis. Même avec un bon paillage, le moment de l'arrosage est crucial. Les amish arrosent tôt le matin, entre 5h et 6h30, avant que le soleil ne commence à évaporer l'eau. Ainsi, les plantes absorbent l'humidité avant que la chaleur ne la vole, et les feuilles sèchent à temps pour éviter les maladies fongiques. L'arrosage à midi peut perdre jusqu'à 80% de l'eau par évaporation, contre seulement 10 à 20% le matin. De plus, l'eau fraîche du matin ne heurte pas un sol brûlant comme lors de l'arrosage du soir, évitant les dommages dus au choc thermique. Cette habitude, combinée à des arrosages lents et profonds, favorise des racines qui vont chercher l'eau en profondeur. Ils utilisent des arrosoirs, des tuyaux simples ou des systèmes par gravité, évitant les machines bruyantes et gardant le contrôle sur chaque plante. Planches surélevées faites à la main. Pour maximiser l'efficacité de l'eau et réduire le stress thermique, ils élèvent leurs planches de culture au-dessus du niveau du sol. Il ne s'agit pas de kits modernes, mais de structures rustiques en bois, en pierre ou de simples buttes. Ces planches, hautes de 15 à 60 cm, se refroidissent mieux grâce à la circulation de l'air et améliorent le drainage, évitant l'engorgement. Le sol des planches surélevées et meubles est riche en matière organique, ce qui retient l'humidité plus longtemps en période de sécheresse et draine rapidement lors de fortes pluies. Les allées entre les planches permettent à l'air de circuler et évitent le compactage. Avec 30 à 45 cm de profondeur fertile, les racines poussent fortes et profondes, mieux armées pour supporter la sécheresse. Un sol vivant et fertile. Le cœur de ce système, c'est le sol. Ils l'enrichissent avec du fumier composté d'animaux, des restes de cuisine, des feuilles décomposées et des vers de terre qui aèrent et fertilisent. Ainsi, la terre agit comme une éponge. Elle absorbe l'eau en période humide et la libère lentement en période sèche. Sa texture devient grumeleuse, avec de gros pores pour le drainage et de petits pour retenir l'eau. Une poignée de ce sol conserve l'humidité plusieurs centimètres sous la surface, même en période de sécheresse, contrairement aux sols pauvres qui sèchent en surface. Ce processus prend des années, mais il réduit le besoin d'arrosage et augmente la résistance et la productivité des plantes. Rotation des cultures, l'art d'équilibrer la terre. Pour les Amish, la rotation des cultures n'est pas une mode agricole, mais une tradition aussi ancienne que leur ferme. Chaque parcelle suit un cycle planifié, alternant des types de plantes qui utilisent et reconstituent différents nutriments du sol. Une année peut être consacrée au maïs denté. La suivante, à des légumineuses comme les haricots ou les pois, qui fixent l'azote et restaurent ce que le maïs a consommé. Ce système ne se contente pas de maintenir la fertilité du sol, il interrompt aussi le cycle des ravageurs et des maladies. Un insecte qui se nourrit de concombres, par exemple, aura du mal à survivre si, la saison suivante, il trouve des oignons à leur place. Ainsi, sans pesticides chimiques, la pression des nuisibles diminue et l'équilibre naturel est préservé. Les cultures de couverture, comme le trèfle ou le seigle, font également partie du cycle. Elles sont semées hors saison pour protéger le sol de l'érosion, améliorer sa structure et nourrir les micro-organismes. Incorporées à la terre avant le semis suivant, elles agissent comme un engrais vert de grande valeur. Associations intelligentes de plantes. Au-delà de la rotation annuelle, les Amish pratiquent les cultures associées en plaçant côte à côte des plantes qui se rendent mutuellement service. L'exemple classique est celui du maïs, haricots et courges. Le maïs offre un support naturel aux lianes de haricots, les haricots apportent de l'azote au sol, et les larges feuilles de la courge couvrent la terre, conservent l'humidité et freinent les mauvaises herbes. Une autre association courante est celle de la carotte et de l'oignon. La carotte repousse les insectes qui attaquent l'oignon, et l'oignon éloigne les ravageurs qui s'en prennent à la carotte. Ces relations ne doivent rien au hasard, mais sont le fruit de générations d'observations et de transmissions, à l'oral ou dans des carnets familiaux. Des variétés anciennes qui racontent des histoires. Dans leur jardin poussent des plantes qui seraient des curiosités sur un marché moderne, des tomates à la peau épaisse et au goût intense qui mûrissent lentement, des haricots au goût tacheté,
des courges aux formes inhabituelles. Ce sont des variétés à pollinisation libre, cultivées depuis des décennies, certaines depuis plus d'un siècle. Ces semences ne proviennent ni de laboratoires, ni de banques génétiques. Chaque famille conserve les siennes et ne les échange qu'avec des voisins de confiance. Le résultat est une biodiversité résistante. Si un ravageur touche une variété, d'autres continuent à produire, garantissant la récolte. Des calendriers guidés par la nature. Au lieu de se fier à des calendriers imprimés, les Amish sèment et récoltent selon des signes naturels. La floraison d'un arbre, l'apparition de certains oiseaux ou même l'odeur de l'air sont des indicateurs plus fiables que n'importe quelle prévision numérique. Par exemple, ils savent que lorsque le chêne déploie ses feuilles, c'est le moment de planter le maïs, car la température du sol est alors adéquate. Cette approche réduit le risque de semer trop tôt ou trop tard et permet aux plantes de s'installer dans des conditions optimales d'humidité et de température. Récolte et stockage sans précipitation. Une fois la récolte mûre, elle est manipulée avec soin. Les légumes ne sont pas arrachés brutalement. Ils sont coupés ou extraits avec des outils qui évitent d'abîmer les racines ou la peau, prolongeant ainsi leur durée de conservation. Les épis de maïs sèchent à l'air dans des granges bien ventilées. Les légumes racines sont stockés dans des caves fraîches et humides où ils peuvent se conserver des mois sans réfrigération. Les courges sont mises à durcir au soleil pendant quelques jours avant d'être stockées, ce qui renforce leur peau et les protège des champignons. Cette gestion, combinée à la sélection de variétés de longue conservation, assure des aliments frais bien avancés dans l'hiver. Le compost, l'or noir du jardin. Le compost n'est pas un tas négligé au fond du terrain, c'est un processus maîtrisé. Des couches de fumier, de paille, de feuilles et de résidus végétaux sont alternées afin de maintenir une humidité et une température adéquates. Le tas est retourné régulièrement, ce qui active la décomposition et élimine les mauvaises odeurs. Lorsqu'il est prêt, le compost dégage une odeur de sous-bois et présente une texture souple. Il est appliqué avant les semis pour enrichir le sol et pendant la saison pour maintenir la nutrition. Cet or noir retient l'eau, nourrit les plantes et réduit le besoin d'engrais extérieurs. Le respect du cycle de l'eau. La gestion de l'eau ne se limite pas à l'arrosage. De nombreuses fermes récupèrent l'eau de pluie dans des barils reliés au toit. Cette eau, sans chlore ni additifs, est idéale pour les plantes. Lors des années très sèches, l'arrosage est priorisé pour les cultures les plus précieuses ou sensibles, tandis que les plus résistantes dépendent uniquement de l'humidité du sol. Certaines parcelles disposent de fossés ou de canaux qui redirigent l'eau des orages vers les zones cultivées, rechargeant l'humidité du sol au lieu de la laisser se perdre. C'est une gestion minutieuse, pensée pour tirer parti de chaque goutte, gestion des ravageurs par des méthodes douces. Plutôt que des insecticides synthétiques, ils utilisent des infusions de plantes comme l'ail, l'ortie ou l'absinthe, qui repoussent ou contrôlent les ravageurs sans nuire aux insectes utiles. Des fleurs comme le souci ou la bourrache attirent les pollinisateurs et les prédateurs naturels, créant un équilibre dans l'écosystème du jardin. Lorsqu'une infestation devient incontrôlable, ils n'hésitent pas à arracher et brûler les plantes touchées pour protéger le reste. Même si cela peut paraître radical, cela évite des pertes bien plus importantes. Travail communautaire et savoir partagé. L'agriculture amish n'est pas un effort solitaire. Lors des grandes périodes de semis et de récolte, voisins et familles s'entraident. Les connaissances sont partagées lors de réunions, de foires locales et de visites de fermes, ce qui maintient la tradition vivante et améliore les pratiques. Dans ces rencontres, on échange non seulement des semences, mais aussi des observations sur le climat, des essais de nouvelles variétés et les résultats de pratiques expérimentales. La communauté agit comme un réseau de soutien qui renforce la résilience de chaque famille. Les jardins comme centre de la vie. Dans ces fermes, le jardin n'est pas seulement un espace productif, c'est un symbole d'autosuffisance et de lien avec la terre. Les soins quotidiens font partie de la routine familiale, depuis les enfants qui cueillent des herbes pour la table, jusqu'aux anciens qui vérifient l'humidité du sol d'un simple toucher. Chaque plante témoigne du travail et de la patience investie. Dans un monde en quête de résultats rapides, les Amish cultivent à un rythme dicté par les saisons, convaincus que la nature,
lorsqu'on la respecte, finit toujours par rendre l'appareil. Élevage intégré au cycle agricole. Dans les fermes amish, l'élevage n'est pas considéré comme une activité séparée ou secondaire, mais comme une composante essentielle et parfaitement intégrée du cycle agricole. Les animaux vaches, chevaux, moutons, poules et canards remplissent des fonctions qui vont bien au-delà de la fourniture de produits comme le lait, la viande ou les œufs. Par exemple, le fumier qu'ils produisent est vu comme un véritable trésor pour la santé du sol. Cet engrais organique apporte de l'azote, du phosphore, du potassium et d'autres minéraux essentiels dont les plantes ont besoin pour pousser fortes et en bonne santé. De plus, la matière organique du fumier améliore la structure du sol, le rendant plus souple et capable de retenir l'eau, ce qui est vital en période de sécheresse ou de chaleur extrême. Les chevaux de trait constituent un autre pilier du système. Plutôt que de dépendre de tracteurs et de machines lourdes, nécessitant du carburant et un entretien coûteux, les Amish utilisent ces animaux pour des tâches comme le labour, le semis et le transport de charges lourdes. Ce travail, bien qu'il demande davantage de temps et d'efforts humains, est beaucoup plus durable et respectueux de l'environnement. Durant les mois froids et enneigés, les chevaux tirent des traîneaux chargés de bois de chauffage, de fourrage ou de produits, facilitant le transport sans pollution ni nuisance sonore. Cette approche circulaire et fermée du système agricole permet de ne rien gaspiller. Les cultures nourrissent les animaux, et les animaux, à leur tour, enrichissent le sol pour les cultures futures, refermant ainsi un cycle productif autosuffisant et résilient. Alimentation naturelle et soins des animaux. L'alimentation des animaux repose sur des ressources cultivées au sein même de la ferme, ce qui élimine la dépendance aux aliments industriels ou importés. Pour les bovins, les ovins et les chevaux, on cultive des fourrages comme le foin, la luzerne et le maïs moulu, stockés pour l'hiver. Les volailles-poules, canards et dindes circulent librement dans des cours ouvertes où elles picorent insectes, graines sauvages et herbes, ce qui complète parfaitement leur alimentation et améliore la qualité de leurs œufs et de leur viande. Les soins sanitaires évitent l'usage systématique d'antibiotiques ou d'additifs chimiques. À la place, les Amish appliquent des remèdes naturels et traditionnels, infusions de plantes médicinales, huiles essentielles et bains de vapeur aux herbes pour traiter les maladies courantes. L'observation attentive et quotidienne permet de détecter très tôt les signes de problèmes de santé, évitant qu'ils ne se transforment en épidémie. Cette prévention fondée sur une attention constante et un savoir ancestral est à la fois plus efficace et plus respectueuse des animaux. L'apiculture comme alliée silencieuse. L'apiculture est un élément essentiel de la vie agricole amish, souvent discret, mais fondamental. Les ruches, entretenues avec soin, fournissent un miel naturel de grande qualité, aliment de base de l'alimentation et ingrédient clé de la cuisine traditionnelle. Mais la valeur la plus importante des abeilles réside dans leur rôle de pollinisatrices. La santé et la productivité de cultures comme les tomates, les arbres fruitiers, les courges et de nombreuses fleurs dépendent directement du travail silencieux de ces insectes. Pour protéger les ruches, on évite les produits chimiques agressifs qui nuisent aux abeilles. À la place, on utilise des techniques naturelles, comme le contrôle du couvain de mâles susceptible d'abriter des parasites ou l'emploi d'acides organiques à dose contrôlée pour éliminer les acariens sans compromettre la santé de l'essaigne. Cette gestion attentive garantit des colonies vigoureuses, capables de survivre à des hivers rigoureux et d'être productives au printemps et en été. Forêts et haies comme réserve de vie. Les fermes amish possèdent souvent des lisières boisées, des haies denses et de petits bosquets conservés de manière consciente. Ces espaces n'embellissent pas seulement le paysage, ils servent aussi de refuge à la biodiversité. Oiseaux insectivores, chauves-souris, coccinelles et autres prédateurs naturels des ravageurs y trouvent un habitat sûr pour vivre et se reproduire. Grâce à eux, la pression des insectes nuisibles sur les cultures diminue fortement sans recourir aux pesticides. Le bois de chauffage, source essentielle d'énergie pour le chauffage et la cuisine, est prélevé de façon responsable, par des tailles régulières et des coupes sélectives, sans abattre de grandes surfaces.
Cette gestion durable maintient l'équilibre forestier, garantit la disponibilité des ressources pour les générations futures et préserve les habitats naturels. Conservation et transformation des aliments. La récolte ne marque que le début d'un long processus qui assure la disponibilité des aliments tout au long de l'année. Fruits, légumes et légumineuses sont conservés grâce à des techniques ancestrales, marinades au vinaigre ou en saumure, mises en bocaux de verre stérilisés, séchage au soleil ou fumage. Ces méthodes artisanales prolongent non seulement la durée de conservation, mais préservent aussi les saveurs et les nutriments essentiels. La préparation des conserves est une tradition transmise de parents à enfants, avec des recettes et des astuces perfectionnées au fil des générations. Les étagères remplies de bocaux étiquetés dans chaque foyer sont un symbole de prévoyance, d'autonomie et de fierté familiale. Boulangerie et produits laitiers faits maison. La transformation quotidienne du lait frais est une tâche indispensable. Les vaches laitières sont traites à l'aube et au crépuscule, et le lait est rapidement transformé en beurre, fromage et yaourt. Le beurre, travaillé à la main ou à l'aide de moules simples, possède une texture et une saveur incomparables. Les fromages mûrissent dans des lieux frais et bien ventilés, développant des profils aromatiques qui varient selon la saison et l'alimentation du bétail. Le pain cuit dans des fours traditionnels à bois est le cœur de chaque repas. La farine, souvent moulue dans des moulins propres à la ferme, permet de préparer aussi bien des pains denses et nourrissants que des brioches sucrées au miel ou à la mélasse. Ces préparations ne remplissent pas seulement une fonction alimentaire, elles font partie intégrante de l'identité culturelle amish. Utilisation totale des ressources. Rien n'est gaspillé dans ces fermes. Les restes de fruits et de légumes qui ne peuvent être consommés directement sont destinés au compost ou à l'alimentation animale, refermant ainsi le cycle des nutriments. Les cendres des cheminées et des fours servent à enrichir le sol en potassium et en calcium ou à fabriquer des savons artisanaux qui nettoient efficacement sans nuire à l'environnement. Même les textiles et les objets anciens trouvent une seconde vie. Des chiffons usés sont réutilisés comme rembourrage pour des coussins ou employés comme pièces pour réparer les vêtements, illustrant une culture du respect des ressources et de la durabilité. Construction et entretien selon des techniques traditionnelles. Les bâtiments sont construits avec des matériaux disponibles localement. Le bois provient d'arbres sélectionnés et coupés dans les forêts voisines, et les pierres sont ramassées dans les champs pour être utilisées comme fondation ou murs. Cette utilisation intelligente des ressources limite l'empreinte environnementale et facilite l'entretien continu. Les grands emblèmes de l'architecture amish sont des espaces multifonctionnels où l'on stocke les récoltes, abrite les animaux et range les outils. Construire ou réparer une grange implique la participation de toute la communauté lors de journées appelées barn raisings, qui renforcent le tissu social et la coopération mutuelle. Technologie sélective et adaptée. Loin d'un rejet total de la technologie, les Amish appliquent un critère rigoureux. Ils n'acceptent que les innovations qui ne brisent pas leur cohésion sociale et ne les rendent pas dépendants de sources extérieures. Cela inclut l'utilisation d'outils manuels améliorés, de scies mécaniques entraînées par courroies, de moulins manuels et de systèmes de traite non électriques. Cette prudence technologique leur permet de conserver efficacité et productivité sans sacrifier leur autonomie ni leurs valeurs communautaires, en veillant à ce que chaque équipement soit réellement adapté à leurs besoins spécifiques. Le temps comme ressource précieuse. Le rythme de travail amish est dicté par les cycles naturels et non par des horloges numériques. Il s'adapte à la lumière du jour et aux saisons. En été, le travail commence tôt et se termine tard afin de profiter des longues journées. En hiver, les tâches se concentrent sur les heures de clarté et sont complétées par des activités sous éclairage artificiel, comme la préparation de conserves ou la réparation d'outils. Le temps est géré collectivement, en coordonnant les tâches familiales pour que la charge ne repose pas sur une seule personne. Cette synchronisation permet d'avancer dans l'ensemble des travaux sans surcharger qui que ce soit, tout en maintenant un rythme durable. Éducation pratique dès l'enfance. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent à la vie agricole de manière progressive et adaptée à leur âge. Ils apprennent par la pratique, ramasser les œufs, aider au potager, s'occuper des animaux,
ou préparer les aliments. Cet apprentissage naturel développe le sens des responsabilités, l'autonomie et l'esprit d'équipe. En plus de l'enseignement formel dispensé dans leurs propres écoles, le savoir pratique transmis au sein du foyer et de la communauté est essentiel pour que chaque génération maintienne vivante la tradition et le mode de vie autosuffisant. Préparation du sol, la base d'un jardin résistant. Avant qu'une seule graine ne touche la terre, les Amish consacrent du temps et des efforts à préparer le sol. Un simple travail superficiel ne suffit pas. Ils savent qu'un sol bien travaillé, meuble et profond, est indispensable pour que les racines se développent vigoureusement et cherchent l'eau et les nutriments de façon efficace. C'est pourquoi, dès le début du printemps, ils effectuent des travaux de labour et d'aération à l'aide d'outils manuels ou d'animaux de trait qui limitent la compaction. Ils incorporent une grande quantité de matière organique, principalement du fumier composté et des résidus végétaux, qui nourrissent le sol tout en améliorant sa structure. Le compost n'est pas un simple engrais, mais un écosystème miniature, riche en micro-organismes qui décomposent la matière et libèrent progressivement les nutriments, maintenant ainsi un sol vivant et fertile. Cette pratique évite la dépendance aux engrais chimiques et favorise la santé à long terme des terres. De plus, les Amish appliquent des rotations de cultures soigneusement planifiées afin d'éviter l'épuisement de nutriments spécifiques et de prévenir les maladies. Par exemple, après des légumineuses fixatrices d'azote, ils plantent des légumes fortement consommateurs de cet élément. Ainsi, chaque année, le sol reste équilibré et productif, sans recourir à des interventions artificielles. Contrôle biologique et gestion intégrée des ravageurs. La lutte contre les ravageurs ne consiste pas à éliminer les insectes sans distinction, mais à maintenir un équilibre naturel où les prédateurs et les plantes compagnes régulent les populations nuisibles. Ils plantent des fleurs et des herbes qui attirent des insectes bénéfiques tels que les coccinelles, les chrysopes et les guêpes parasitoïdes, lesquels chassent les pucerons, les larves et d'autres ennemis du jardin. De belles plantes comme les soucis et les tagettes agissent également en libérant des substances chimiques qui repoussent les nématodes et d'autres organismes nuisibles du sol. Cette barrière naturelle est bien plus sûre et durable que les pesticides synthétiques, susceptibles de polluer l'environnement et de tuer des insectes utiles. Enfin, les rotations et associations de cultures rendent plus difficile pour les ravageurs spécialisés de trouver rapidement leur nourriture, les obligeant à se déplacer ou à disparaître. Lorsqu'une infestation survient malgré tout, on recourt d'abord à des remèdes maison, comme des infusions d'ail ou du pyrètre naturel, avant d'envisager des solutions plus agressives. L'eau comme ressource précieuse, technique de gestion et de conservation. L'eau est indispensable, mais son utilisation raisonnée est essentielle pour que le jardin survive à l'été et aux périodes de sécheresse. Les Amish appliquent des techniques qui maximisent la rétention d'humidité dans le sol. Par exemple, ils étendent des paillages épais à base de paille, de feuilles sèches ou de résidus végétaux pour couvrir la terre. Ce paillage réduit l'évaporation, maintient une température du sol stable et supprime les mauvaises herbes qui entreraient autrement en concurrence pour l'eau. L'arrosage, lorsqu'il est nécessaire, se fait de manière efficace et planifiée, tôt le matin ou à la tombée de la nuit, afin de limiter les pertes par évaporation et de garantir que l'eau atteigne les racines. Au lieu de mouiller le feuillage, l'eau est appliquée directement au sol, ce qui évite les maladies fongiques et le gaspillage. Ils utilisent également des techniques de récupération et de stockage de l'eau de pluie grâce à des barils et des canaux de drainage qui captent l'eau tombant sur les toits et les surfaces. Cette réserve complémentaire est inestimable pendant les mois secs, aidant à maintenir le jardin en bonne santé sans dépendre de sources extérieures. Compostage et cycle fermé des nutriments. La gestion des déchets végétaux et animaux est un élément clé du système Amish. Plutôt que d'éliminer les résidus, ceux-ci sont transformés en compost, un matériau riche en nutriments réincorporés au sol. Le compostage n'est ni un processus rapide ni négligé. Il se fait en tas ou en bac régulièrement retournés pour oxygéner et accélérer la décomposition. Ce cycle fermé garantit que chaque particule organique retourne à la terre sous forme de nourriture pour les plantes, bouclant ainsi le cycle de la vie au jardin.
La diversité des matériaux compostés des feuilles sèches aux épluchures de fruits et déchets de cuisine permet d'obtenir un amendement équilibré, capable de répondre aux besoins des cultures. Récolte et stockage pour l'autosuffisance. Au moment de la récolte, l'attention portée aux détails est primordiale. Les Amish savent que récolter au bon moment assure la meilleure qualité et la meilleure conservation des aliments. Par exemple, les tomates sont cueillies lorsqu'elles sont fermes mais mûres, et les carottes lorsqu'elles atteignent une taille idéale afin d'éviter la perte de saveur ou une texture fibreuse. Ensuite, un stockage adapté est essentiel pour que fruits et légumes se conservent pendant des mois sans se détériorer. Pour cela, ils utilisent des méthodes traditionnelles comme des caves fraîches et ventilées, des caisses garnies de paille pour amortir les chocs et des espaces sombres pour conserver tubercules et oignons. Les techniques de conservation mentionnées précédemment, marinade, séchage, conserve, jouent également un rôle crucial pour garantir de la nourriture en hiver et hors saison. Communauté et coopération comme force productive. Au-delà des techniques, l'un des secrets de l'autosuffisance amish réside dans le fort esprit communautaire et l'entraide. Les grandes tâches, comme la préparation des sols, la construction de structures ou les récoltes, sont réalisées collectivement. Ces journées de travail partagé permettent d'avancer rapidement, de transmettre les savoirs et de renforcer les liens. Les échanges de semences, de plants et de produits entre familles favorisent la diversité génétique et la sécurité alimentaire en veillant à ce que personne ne dépende de fournisseurs extérieurs. Ce tissu social crée une véritable résilience face aux difficultés climatiques ou économiques. Résistance au changement et attachement à la tradition. Les Amish ne refusent pas l'innovation tant que les nouvelles pratiques respectent leurs valeurs et ne mettent pas en danger leur indépendance. Leur attachement à la tradition agit comme un bouclier contre les modes passagères et leur permet de préserver des savoirs ancestraux dont l'efficacité a été prouvée par le temps. Cette position n'est pas un rejet du progrès, mais un choix conscient visant à protéger leur mode de vie durable et leur lien profond avec la terre. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci devrait aussi te plaire. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de tout YouTube.